Pour bien accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam, il faut être bien préparé. Pour faciliter le pèlerinage aux Maliens, le ministère en charge de l'administration territoriale organise des sessions de formation à leur intention. Au Sénégal, Youssou N'Dour dépose sa tenue de ministre pour endosser celle de l'artiste, le temps d'un concert en faveur des victimes des inondations, et compte ainsi récolter près de 150 millions de francs CFA pour leur venir en aide. La circulation des gros porteurs à Bamako en pleine journée, c'est à cela que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Ils constituent un véritable calvaire pour les autres usagers et sont à la base de nombreux accidents. Et pour cause, la réglementation en vigueur n'est pas toujours respectée. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec ce communiqué. Un incident est survenu dans la nuit du samedi 8 septembre 2012 au poste de sécurité de Diabali, au cours duquel 16 personnes ont trouvé la mort. Il s'agit de 8 Maliens et de 8 Mauritaniens tués par balle. Au nom du peuple malien, le gouvernement regrette vivement ce douloureux événement, présente ses condoléances émues aux familles éplorées ainsi qu'au gouvernement et au peuple frère de Mauritanie. Le gouvernement a dépêché le ministre malien des Affaires étrangères auprès des autorités mauritaniennes à Nouakchott pour leur exprimer de vive voix la compassion et les regrets du peuple malien. Le gouvernement a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête diligente dont les résultats seront portés à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ainsi qu'à celle du gouvernement et du peuple frère de Mauritanie. À l'instant donc, le communiqué suite à un incident survenu dans la nuit du samedi 8 septembre 2012 au poste de sécurité de Diabali, au cours duquel 16 personnes ont trouvé la mort. Il s'agit de 8 Maliens et de 8 Mauritaniens tués par balle. Le ministère en charge de l'administration territoriale vient d'organiser une session de formation à l'intention des pèlerins. Ils renforcent ainsi leur connaissance sur les techniques du Hajj, les lois et les règlements de pays d'accueil. Toute chose qui leur permettra de bien accomplir le 5e pilier de l'islam. Abdraman Maïga, reportage. La réussite de toute œuvre humaine dépend en grande partie d'une bonne formation et des idées reçues par l'exécutant. C'est fort de cette assertion que, depuis un certain temps, le ministère de l'administration territoriale et de l'aménagement du territoire entreprend une session de formation à l'intention des pèlerins avant le pèlerinage. Cette session de formation, qui regroupe plus d'1 millier de participants, a pour but de doter les pèlerins maliens, toutes tendances confondues, d'un certain nombre d'outils indispensables à une bonne exécution des rituels du 5e pilier de l'islam. La commission nationale, qui est installée par le ministre en charge de l'administration du territoire, formellement indiqué, instruit, que les membres de la commission viennent informer davantage les pèlerins sur tous les contours du pèlerinage. Elle va se poursuivre dans les jours à venir pour permettre à tous les pèlerins maliens, frères gouvernementaux et frères d'être en condition pour effectuer le pèlerinage. Au cours de cette formation, les participants ont eu droit à une séance théorique sur les différentes étapes du Hajj, suivies d'exercices pratiques. Toutes choses qui leur ont permis d'être suffisamment outillés pour maîtriser les lois, les règlements intérieurs du pays d'accueil et les conduites à tenir pour réussir leur rituel. La rencontre a également été mise à profit par la commission d'organisation du Hajj pour discuter avec les participants les préoccupations du gouvernement malien. Après la formation théorique, nous faisons la formation pratique, c'est-à-dire que nous avons les stèles de la Kaaba. Nous faisons un exercice pour permettre aux pèlerins de comprendre comment faire le tour de la Kaaba. Il y a aussi comment faire Safa et Marwa. Il y a le stèle de Satan. En tout cas, ça c'est la formation pratique. C'est pour permettre aux pèlerins de ne pas être surpris une fois arrivés en Arabie Saoudite. Les dispositions prises sont de bonnes dispositions. On nous apprend ce qu'il faut faire pour la réussite du pèlerinage. Et rien ne vaut ça. Parce que par méconnaissance, on peut ne pas réussir. Mais ici, on nous apprend tout. Et très clairement, avec des exposés très clairs. En attendant la fin de cette série de formations sur le Hajj, les premiers bénéficiaires ont tenu à remercier les plus hautes autorités de notre pays pour leur engagement. Les pèlerins entendent, quant à eux, une fois à la Mecque, faire des bénédictions et
des prières afin que notre pays recouvre rapidement son intégrité territoriale et faire face à son développement. Bon préparatif à tous nos pèlerins. L'Association pour le rayonnement de l'islam, des femmes, des logements sociaux soutient la création du département chargé des affaires religieuses et du culte. L'association l'a fait savoir au cours d'une cérémonie suivie par Fatim Koné. Les confessions religieuses se réjouissent de la création des ministères chargés des affaires religieuses et du culte. Une première dans l'histoire du Mali. Selon la présidente de l'Association pour le rayonnement de l'islam, des femmes musulmanes, des logements sociaux, la création de ce département devra renforcer la laïcité du pays. C'est pour manifester sa joie que l'association a organisé cette journée de prière et de soutien aux initiatives du gouvernement malien. Le Mali étant un pays laïque, j'ose espérer que Monsieur le ministre aura le soutien et l'écoute de l'ensemble des populations maliennes. Tous les intervenants ont demandé aux autorités maliennes de définir le rôle assigné au nouveau ministère chargé des affaires religieuses et du culte. Le locataire de lieu n'a pas manqué de clarifier les choses. Il s'agit de la promotion et du développement d'une culture de laïcité ancrée dans les valeurs sociétales de notre pays, de l'élaboration et du contrôle de l'application des règles relatives aux prêches, aux édifices de culte et aux associations à caractère religieux, l'élaboration et du contrôle des règles relatives à l'organisation des pèlerinages et des fêtes religieuses. Auparavant, musulmans, catholiques et protestants ont prié pour le retour de la paix dans notre pays. Les membres de la Convention patriotique pour la défense du Mali et ceux du Rassemblement populaire pour la défense de la République ont organisé ce matin une conférence de presse au siège de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Au cours des échanges avec la presse, il a été question de la situation que traverse actuellement la COPAM. Le différend qui oppose les différents regroupements qui constituent la COPAM n'est qu'une question d'intérêt selon Amadoun Amion Guindo, notamment l'élaboration d'un règlement intérieur avec comme support un statut juridique sur la base duquel devrait fonctionner la COPAM. Cette vision ne serait pas partagée par les responsables du mouvement populaire du 22 mars et de l'Alliance pour la défense de la République. Toutefois, les conférenciers appellent les Maliens au sens élevé du patriotisme. Parlons de la visite du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées à Tangadonga. C'est dans le cercle de Yélimane en première région. Sur place, Dr Mamadou Sidibé a pu constater les énormes dégâts causés par les fortes pluies qui se sont abattues la semaine dernière sur la ville. Il y a remis 5 tonnes de riz aux populations sinistrées. Depuis Caille, le reportage de Kansoutou Kanouté. Après Ségou Sikassou, la ville de Caille, Dr Mamadou Sidibé a tenu à se rendre en personne à Yélimane et à Tangadonga, situé à 71 km de Caille, et ce malgré le mauvais état de la route, pour constater de visu les dégâts causés par cette pluie de 140 mm qui s'est abattue sur le village de Tangadonga la semaine dernière. Accompagné du gouverneur de région, le général Mahamadou Maïga, et d'une forte délégation, le ministre a visité par endroits des maisons qui se sont effondrées. Si on regarde un peu les zones d'habitation, c'est des zones qui normalement n'auraient pas dû être habitées, de par le fait que c'est surtout proche ou même sur des voies d'écoulement des eaux. Et en plus, je pense que la précarité aussi des matériaux qui sont en banco, ces facteurs font que les maisons qui sont déjà très précaires s'effondrent. Mais ce que nous devons aujourd'hui saluer et remercier le Seigneur Tout-Puissant, c'est qu'il n'y a pas eu de perte de vies humaines. Donc ça, c'est quand même important. Les autres, c'est des dégâts matériels. Et comme vous l'avez vu, l'ensemble des populations qui sont sinistrées sont plus ou moins reçues par le voisinage. Ça aussi, c'est un élément fort de solidarité. Le chef de village de Tangadonga a quant à lui salué et remercié au nom de sa population le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées, qui vient, dira-t-il, de poser un acte qui restera à jamais gravé dans leur mémoire. Et c'est à Yélimane que le docteur Mamadou Sidibé a procédé à la remise de 5 tonnes de riz aux populations sinistrées.
Autre cérémonie de remise, la Ligue malienne des imams, antenne de Sikasso, vient de faire un don de 40 tonnes de riz aux populations déplacées du Nord vivant dans la capitale du Kénédougou. Le don d'une valeur de plus de 16 millions de francs CFA a été fait grâce à l'appui de l'ONG International Call Organization, une association caritative qui œuvre pour apporter des réponses d'urgence aux personnes vulnérables et en détresse. Près de 400 ménages et personnes vulnérables ont bénéficié du don. L'élan de solidarité se renforce de jour en jour. Ainsi, la Croix-Rouge malienne a elle aussi fait un don. Elle vient de remettre une importante quantité de produits alimentaires aux déplacés des 6 communes de Bamako. Le don est estimé à environ 26 millions de francs CFA. La remise a eu lieu ce matin à la mairie de la commune 1, suivie par Fademba Keita. Ces produits alimentaires destinés aux déplacés des 6 communes du sud de Bamako se composent de 24 tonnes de riz, de 6 000 litres d'huile, de 78 cartons de pâtes alimentaires, de 54 sacs de 50 kg de sucre et de 30 sacs de lait. Ce geste humanitaire qui fait partie des missions de la Croix-Rouge vise à consoler les populations en détresse. Nous sommes là pour assister les déplacés des 3 régions au niveau du Bamako district. C'est pour soulager, partager les souffrances avec eux. Au nom des autres municipalités du district, le représentant du maire de la commune 1 salue l'acte du donateur. Cette action qui se fait en commune 1 est en train de se faire simultanément dans toutes les communes. Donc nous ne pouvons que remercier le partenaire qu'est la Croix-Rouge qui a bien voulu en ce moment crucial, en ce moment très difficile, douloureux pour notre peuple, malgré tout, songer comme à venir vanter son geste. La Croix-Rouge est l'un de nos premiers partenaires qui était au nord, et même ici dans les quartiers, pour nous aider. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de leur aide. Les opérations de distribution des produits ont déjà commencé dans les 6 communes du district de Bamako. Présente au Mali depuis 1965, la Croix-Rouge évolue dans l'action et assistance humanitaire en temps de paix et de guerre. Autre geste de solidarité, cette fois au Sénégal, l'artiste Youssou N'Dour, nommé en avril dernier ministre de la Culture, a retrouvé dans la nuit d'hier la scène le temps d'un concert en faveur des victimes des inondations. Le concert animé avec 3 ténors de la musique sénégalaise, Ismaël Lo, Omar Pène et Thione Seck, devra récolter près de 150 millions de francs CFA. Le Sénégal est en proie à des inondations qui ont fait au moins 13 morts, des milliers de sans-abri et d'importants dégâts. Cette somme devra les soulager. Le chanteur Youssou N'Dour, nommé en avril dernier ministre de la Culture du Sénégal, a retrouvé la scène dans la nuit de samedi à dimanche à Dakar, le temps d'un concert en faveur des victimes des inondations, animé avec 3 autres ténors de la musique sénégalaise, Ismaël Lo, Omar Pène et Thione Seck. C'est des grandes voix de la musique sénégalaise qui sont autour de ce projet. Donc pour dire que nous ne voulons pas être en reste par rapport à la majorité de la population qui aujourd'hui vraiment fait tout pour aider les démunis. Youssou N'Dour n'avait pas donné de concert public depuis sa nomination comme ministre de la Culture et du Tourisme. Le spectacle s'est tenu dans le cadre d'une opération baptisée Les Voix solidaires à l'initiative d'Omar Pène, pour venir en aide aux victimes des récentes inondations meurtrières au Sénégal. Ces organisateurs visaient 150 millions de francs CFA de recettes. Je pense que la première solution, c'est essayer de trouver un financement énorme pour pouvoir, en tout cas, drainer les eaux dans des endroits les plus bas au niveau du Sénégal. Ou dans la sous-région, trouver un consensus entre les pays limitrophes pour pouvoir drainer l'eau. Dans le public très enthousiaste figuraient plusieurs ministres, dont celui de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye, qui a salué l'initiative des 4 ténors. Le Sénégal en proie à des inondations dues à des précipitations qui, selon les services nationaux de météorologie, sont exceptionnelles pour la saison. En août, il y a eu au moins 13 morts en raison d'effondrements de murs ou de noyades. Les inondations ont aussi fait des milliers de sans-abri et des dégâts matériels importants. Retrouvons à présent l'essentiel de l'actualité sur le continent avec les brèves. Nous allons aux Comores, en Afrique du Sud, en Somalie et nous ouvrons tout de suite avec la diffusion d'une vidéo des otages enlevés au Niger il y a 2 ans, dans laquelle ils appellent leurs proches, leurs employeurs et les autorités françaises à privilégier la négociation pour obtenir leur libération.
La preuve de vie la plus récente des otages français détenus au Sahel par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Dans une vidéo publiée samedi par un site mauritanien d'information en ligne, Pierre Legrand, Daniel Larib, Thierry Doll et Marc Ferret paraissent être en bonne santé bien qu'affaiblis. Ils ont été enlevés au Niger le 16 septembre 2010. 2 ans, 700 jours, est-ce que vous m'avez oublié? C'est beaucoup trop, c'est difficile. Dans cette vidéo qui aurait été tournée le 29 août dernier, les 4 hommes appellent à négocier pour leur libération. Le Parlement somalien élit lundi un nouveau chef d'État pour le pays ravagé par plus de 20 ans de guerre civile et d'instabilité politique. Les 260 députés ont écouté les propositions de chacun des 25 candidats. Parmi eux, le président sortant, Sharif Sheikh Ahmed. Personnage controversé, il est accusé de corruption généralisée au sein de son administration. Des centaines de personnes ont assisté aux obsèques de Mambushi hier à Luziki en Afrique du Sud. Ce père de famille de 30 ans est l'une des 34 victimes de la fusillade policière de Marikana le 16 août dernier. Devenu l'un des leaders du mouvement social, il avait tenté en vain de calmer les mineurs en colère avant que les policiers n'ouvrent le feu, en position de légitime défense selon eux. Mais un nouveau témoignage vient les accabler. L'un des survivants affirme qu'au moins 3 grévistes auraient été tués alors qu'ils tentaient de fuir ou de se rendre. 7 personnes au moins sont mortes, 24 toujours portées disparues après le naufrage samedi d'une embarcation clandestine au large du département français de Mayotte. 28 adultes et 8 enfants auraient pris place à bord d'une pirogue à moteur, partie vendredi soir d'Anjouan aux Comores pour rejoindre Petite Terre dans l'archipel mahorais. Ce Kwassa aurait chaviré vers 4 heures du matin à quelques 200 mètres du littoral. Hors du continent, depuis la mi-mars 2011, la Syrie est secouée par un puissant mouvement de contestation du régime en place. Les pays occidentaux cherchent à obtenir le départ du président Bachar al-Assad afin de mettre fin aux hostilités qui ont fait des milliers de morts. De leur côté, Moscou et Pékin restent opposés à toute résolution du Conseil de sécurité, mais en attendant, le conflit s'inscrit dans la durée. Seule autorisée à filmer de telles scènes, la télévision de Pékin a diffusé des images de l'armée de Bachar el-Assad veillant à la sécurité de Damas contre les terroristes selon la terminologie officielle. Patrouillant dans les rues au cœur de la population, les soldats qu'on voit rarement de si près vont jusqu'à fraterniser avec la journaliste qui en retour renvoie l'image d'une armée au service du peuple. Pourtant, ce sont les mêmes forces loyalistes qui pilonnent inlassablement les villes rebelles, comme ici à Zabadani ou à Rastan, où depuis l'aube, les obus tombent à intervalles réguliers, fauchant les civils désarmés au cœur de leur maison. Même acharnement du pouvoir sur la ville d'Alep, où les habitants extirpent tous les jours des corps de sous les décombres. Samedi, c'est la conduite d'eau principale de la ville qui a été ciblée par l'aviation, comme si l'objectif était également de noyer la population, ou en tout cas de la soifer. Sous les coups répétés, les Syriens continuent de fuir vers les camps de réfugiés dans les pays voisins. En tournée dans le camp de Zaatari en Jordanie, le chef de la diplomatie allemande a reconnu que le conflit s'installait dans la durée. Nous pensons qu'il est nécessaire de continuer à travailler aux infrastructures pour l'eau et les eaux usées. Et nous devons nous préparer à la période de froid qui va arriver très bientôt dans la région. Impuissante à enrayer cette hémorragie de population, la diplomatie internationale piétine. Washington a fait savoir qu'il était inutile de voter à l'ONU une résolution préconisée par Moscou, ne prévoyant pas des conséquences en cas de non-respect. Nous ne voyons pas la Syrie du même œil que la Russie. Et cela peut continuer. Et si cela continue, alors nous allons travailler avec des États partageant le même point de vue pour soutenir l'opposition syrienne pour hâter le jour où Assad tombera. Des atermoiements que le régime de Bachar el-Assad met à profit pour continuer les massacres.
Revenons au Mali pour parler culture avec une exposition intitulée Peindre la paix qui a ouvert ses portes hier à la cité UNICEF. C'est une initiative de l'association Anko Art, autrement dit l'art c'est notre affaire, en partenariat avec le réseau KIA. Cette expo qui présente 10 tableaux a été réalisée par de jeunes artistes plasticiens en guise de contribution pour une sortie de crise au Mali. Les œuvres s'articulent essentiellement autour des thèmes sur la paix dans notre pays. Modibo Soirée a assisté au vernissage. Voici son compte-rendu. Cette exposition qui se poursuit jusqu'au 18 septembre prochain est le résultat de 3 semaines de travail collégial de 5 jeunes artistes plasticiens de notre pays. Peindre la paix se veut donc une expo où tout se résume sur la paix. Rien que la paix au Mali, un souhait si cher à l'association Anko Art et ses partenaires. L'exposition se tient dans un contexte sociopolitique très particulier. Il y a les musiciens qui ont fait des manifestations sur la paix, il y a des comédiens qui ont fait des manifestations sur la paix, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'autres personnes ont manifesté à travers leur domaine. Donc je me suis dit, nous en tant qu'artistes plasticiens, il faut que nous aussi on montre notre place dans cette société qui est le Mali. L'association Anko Art a été créée en 2007 à Bamako et œuvre dans le cadre de la promotion des arts plastiques et visuels. Anko Art, c'est construit de 2 mots. Anko, ça c'est en bambara, art, ça c'est en français. Anko, ça veut dire nous disons. Simplement, nous, l'art, c'est notre affaire. L'exposition présente une dizaine de tableaux, des œuvres qui illustrent la paix, la cohésion sociale, l'union des cœurs et des esprits, bref, l'espoir avec en toile de fond un Mali, un et indivisible. Autant de mots qui ont motivé et inspiré nos artistes plasticiens du jour pour s'exprimer à travers leur art. Je suis du Nord. Ce problème me concerne directement. J'ai mes parents là-bas, donc j'aimerais leur dire de garder l'espoir qu'un jour ça va finir. C'est pourquoi j'ai fait ce tableau-là. Je me suis inspirée de ce qui se passe actuellement au Mali pour réaliser mes 2 tableaux. Donc c'est en fonction de l'actualité de notre pays. J'ai voulu présenter la culture de la paix parce que c'est très facile de demander la paix et réclamer la paix. Mais moi je pense que la paix c'est une chose qui se prépare, qui se cultive et qui donne des fruits après. L'assistance a eu droit également à un récital de contes sur la paix au Mali, un plateau animé par Salif Berté, plus connu sous le nom de l'oiseau conteur. Et à l'issue du vernissage, des attestations ont été décernées par l'association Anko Art à tous les artistes pour leur participation à ce projet. Voilà, faites un tour au centre Anko Art à la cité UNICEF. Modibo Soirée nous l'a dit, l'exposition reste ouverte jusqu'au 18 septembre prochain. Notre dossier du jour porte sur les gros porteurs. Nul n'ignore aujourd'hui les embouteillages sur les voies publiques de Bamako. Les causes sont nombreuses, parmi lesquelles on peut retenir la circulation des camions gros porteurs à l'intérieur de la ville en pleine journée. Ces camions constituent un véritable calvaire pour les autres usagers de la route et sont à la base de nombreux accidents de la circulation. Pourtant, leur circulation dans la ville de Bamako n'est autorisée que de 0h à 6h du matin et dans la journée de 10h à 13h. C'est le dossier de Sira Batili. Circuler à Bamako, un véritable combat de titans. Pour arriver à destination sain et sauf, il faut être non seulement très prudent, mais très patient, au risque de se voir renverser par un camion gros porteur. Gros porteur parce qu'ils traînent derrière eux au minimum 7 tonnes de marchandises. Imaginez les risques en cas d'accident de la circulation, sans compter les embouteillages monstres sur les voies publiques à des heures de pointe. Nous sommes devant un hôtel de la place. Ici, un camion gros porteur est en panne sur la chaussée il y a 10 heures de temps. An ka mobili yɛrɛ de vitesse kalela quoi vitesse kalela bon a donna don dingɛ kɔnɔ a cunna bon k'an ka bulon central tigɛ quoi bon an garila o la depuis sufɛ 2h du matin jusqu'à l'heure ici. Bɛɛ b'i yɛrɛ sago de kɛ o de man ka kɛ quoi an k'a dɔn jamana in y'an bɛɛ ta de bɛɛ de kan ka sariya labato mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ sariya de bɛ bɛɛ kan mun man ɲi i yɛrɛ kan k'o dɔn hali n'i m'o to mɔgɔ wɛrɛ i k'o to i yɛrɛ quoi mun man ɲi. Vraiment an man ɲi parce que a bɛ na ni accident caman ye u ka mɔbiliw ka bon an ka siraba ninnu ma u man ka tɛmɛ ni sira ninnu fɛ u kan ka sufɛla de kɔnɔ ka tɛmɛ i ma embouteillage créé
Chacun prend donc son mal en patience. Les riverains, quant à eux, assistaient impuissants à des scènes d'accidents. Par exemple, à Samé, un quartier de la commune 3 du district de Bamako, un des itinéraires de ces camions gros porteurs, chaque jour qui passe est un risque pour la vie. La quiétude n'y règne plus depuis que les gros porteurs sont autorisés à circuler la journée. À Samé ici, je pense qu'on ne peut pas faire 2 semaines sans pourtant vraiment assister à un accident. On ne peut pas le faire. Mais ce qui est le plus important, c'est au niveau des gros transporteurs. Parce qu'une fois qu'ils sont stationnés, non seulement ça va amener un trouble en ce qui concerne la circulation, donc ces troubles engendrent très généralement ces accidents-là. Nous voulons qu'ils ne rentrent même pas à Samé pendant la journée. Parce que c'est des causes d'accidents. Et on a vu que les accidents à Samé ont été toujours accompagnés des meurtres terribles. On a dépêché des gens au niveau de la mairie. La mairie, en tant que tutelle de la police nationale, mais ils n'ont pas pu résoudre ce problème. S'ils ne circulent pas dans la journée, c'est sûr qu'avec les petites voitures là, il y aura moins d'accidents. À qui appartiennent donc ces camions qui causent tant d'ennuis aux populations? Nous n'avons pas de réponse à cette question. En tout cas, ils ont le droit de circuler de minuit à 6 h du matin sur les 2 premiers ponts de Bamako. Il s'agit du pont Fad et de celui des Martyrs. La journée est de 10 h à 13 h à l'intérieur de la ville, avec des itinéraires bien précis selon l'arrêté municipal numéro 025 du 20 octobre 2009, dont l'application incombe à la compagnie de la circulation routière. Le rôle majeur joué par la ville de Bamako, c'est son rôle juridique dans l'aménagement de la circulation, dans l'aménagement de la mobilité urbaine de la ville de Bamako. J'ai reçu un communiqué où on a dit que désormais, il va y avoir des ponts de 10 h à 13 h ou de 11 h à 16 h, que les gros porteurs seront permis de faire la traversée des 2 ponts pour vaquer à un certain nombre d'occupations. Puisque c'est l'État qui prend la décision, nous allons effectivement demander à nos techniciens de voir la faisabilité de la question, puisque l'arrêté n'a pas relu. Donc quand on fait un communiqué, on demande à ce que le communiqué remplace l'arrêté. C'est d'ici qu'il s'agit en fait. À notre rond-point, nous on a d'énormes problèmes avec des gros porteurs. Souvent l'embouteillage commence de midi jusqu'à 15 h. Donc s'il n'y a pas de gros porteurs, la circulation est libre. Chacun passe librement. On vient de dégager la voie, il n'y a même pas 30 minutes, un accident avec les gros porteurs. Il n'y a pas changement de texte, il y a changement de pratique. C'est le défaut d'application de l'arrêté et même de l'accord. Si les gens chargés de la circulation routière appliquaient, mais ce ne serait pas comme ça. Parce que les syndicats ont dit qu'ils sont d'accord sur ça. C'était Modis Vivendi. Bon, il n'y a qu'à appliquer. Moi, je crois qu'il faut veiller à l'application de ce qui a été dit ou de ce qui a été fait dans les textes ou de ce qui a été convenu. Moi, je crois qu'on doit veiller à son application. Si on veillait à ça, moi, je crois que ça peut aller. Parmi les structures qui ont accompagné la mairie du district dans la mise au point de l'arrêté, la Direction nationale des transports routiers, maritimes et fluviaux et l'Agence nationale de la sécurité routière. Effectivement, nous avons participé aux différents débats concernant tous les services impliqués pour l'application de cet arrêté. Effectivement, l'arrêté, dans ce cadre, ça concernait effectivement la traversée des 2 ponts ainsi que la circulation à l'intérieur de la ville. Donc c'est pourquoi nous avons participé et donc les correctifs qui ont été demandés par les syndicats des transporteurs ont été pris en compte. Les conducteurs de camions via leurs syndicats ont donc eu gain de cause en annonçant un préavis de grève. On se rappelle le 21 décembre 2009. Le conseil chargé de leur encadrement est bien le Conseil malien des transporteurs routiers CMTR. Son président nous explique les raisons de la demande de changement d'horaire pour les gros porteurs. Nous avons des contraintes qui sont liées à la circulation et au lieu de déchargement. Et souvent les entrepôts se trouvent être au centre-ville. Donc dès que le camion finit le chargement, il doit se déplacer pour aller se parquer quelque part en attendant l'heure autorisée des camions pour sortir du district de Bamako. Mais le cas de Bamako, quand une ville se développe, il faut bien que le plan de circulation aussi se développe avec la ville. Et c'est ce qui manque un tout petit peu au district de Bamako. Il y a vraiment un accroissement important du trafic. Le manque d'infrastructures d'accueil dédiées aux gros porteurs. Que ce soit à Bamako, rive droite, rive gauche, que ce soit à Kati, que ce soit à Kayoubia, à Djibouli, il n'existe pas d'infrastructure d'accueil adéquat
pour le stationnement à long terme de gros porteurs. Il n'y en a pas. Donc, une route est construite pour l'usage dont on a fait. Les véhicules, soit ils circulent, ou bien il est immobilisé. Quand on construit les routes et qu'on ne construit pas d'infrastructures pour accueillir les véhicules en stationnement, la forêt est encore à moitié vide. Nous lançons un appel au gouvernement de faire en sorte réellement que la situation du port sec de la ville de Bamako soit une réalité. On a besoin de 2-3 ports secs, mais en attendant, ce qui a été identifié et qui est conforme au schéma directeur de l'aménagement de la ville soit mis à la disposition de la ville afin que les transporteurs, les usagers, les piétons, l'ensemble des usagers puissent connaître réellement un soulagement dans les différents maux qu'ils connaissent aujourd'hui à la ville de Bamako. L'urgence se pose donc quant à l'installation ou la création de ports secs en dehors de la ville de Bamako. Aussi chercher les petits véhicules pour l'acheminement des produits vers les marchés. Des mesures qui nous éloigneront des bouchons à n'en pas finir avec ces lots d'accidents sur nos voies publiques. Voilà, la prudence reste de mise dans la circulation. Sport, football, éliminatoire CAN 2013. Les Aigles du Mali ont battu hier les Zèbres du Botswana par le score de 3-0. Après la rencontre, notre reporter Abdul Karim Kaba a recueilli les impressions des acteurs, à commencer par l'entraîneur des Aigles, Patrice Carteron. Une très bonne entame de jeu avec notamment une très bonne première demi-heure où on a su alterner le jeu sur les côtés, du jeu fait de passes courtes et puis par moments également du jeu long pour s'appuyer sur la puissance de Cheikh Diabaté. On a eu une fin de première mi-temps un peu difficile, un peu décousue, où on a perdu, on est un petit peu désorganisé, on menait au score, on aurait pu à ce moment-là sur 2-3 situations se mettre en danger. Mais les joueurs ont su à la mi-temps se ressaisir. On est revenu avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps et petit à petit on a senti qu'on pouvait marquer à n'importe quel moment et on a su marquer ces 2 buts en seconde mi-temps qui nous permettront d'aborder le match retour avec ces 3 buts d'avance. On sait qu'on est capable de marquer à tout moment. Il faudra faire un gros match défensif. On jouera un adversaire qui aura l'obligation, c'est une équipe qui aime bien contrer et qui là par contre aura l'obligation de prendre beaucoup de risques. Ça nous permettra à nous de les laisser venir et d'avoir la possibilité de les contrer. On a fait un bon match et surtout le plus important c'était de gagner. Et en plus on avait dit avant le match que si on pouvait marquer plusieurs buts d'écart avant le match retour, pas pour nous mettre à l'abri, mais bon, on a 3 buts d'avance. Je pense que c'est un bon résultat dans l'ensemble. On a été très soudés. On a eu la fin du premier mi-temps un peu difficile, mais on a su être solidaire, costaud. Et la deuxième mi-temps était beaucoup mieux. En plus, on met 2 buts. Le plus important aujourd'hui, c'était de gagner. Et en plus, on a eu la chance de marquer 3 buts. Et c'est qui est très important pour les matchs retour. Voilà, cette victoire des Aigles a mis du baume au cœur. Sport, football, toujours cette fois féminin. La 2e édition de la Coupe du Mali Dames a été remportée par l'AS Mandé de la commune 4 aux dépens de l'AS Real battue 3-1. C'était cet après-midi au stade Omnisport Modibo Keïta. L'événement était placé sous la présidence du ministre des Sports, Founé Amey Mahalmadan, dont voici les impressions. Il est au micro de Assa Soumari. Je voudrais vous rappeler que j'ai présidé cette cérémonie au nom du président de la République qui est de tout cœur avec tous les sportifs maliens. Mes sentiments sont des sentiments de fierté et de satisfaction totale. Je pense que les 2 équipes nous ont gratifié d'une belle partie et bien sûr que le meilleur a gagné, mais l'autre aussi n'a pas de mérite. Je pense que sur ce plan, le comité exécutif de la Fédération malienne de football est en train de faire de gros efforts et un beau travail. C'est la 2e édition de cette coupe. Ça veut dire simplement qu'ils ont de la suite dans les idées. Et j'espère que cette compétition et le championnat au niveau du district nous permettront de hisser ce football au niveau continental. Cette finale et pratiquement toutes les compétitions de cette année, nous les avons dédiées à la paix. Et nous avons la ferme conviction que c'est à travers le sport que le peuple malien se retrouvera. Et c'est à travers le sport que le peuple malien trouvera le ressort nécessaire pour aller à la reconquête de cette terre.
Voilà, et le reportage complet sur ce match sera demain dans notre édition du soir avec Assa Soumaré. Avant de refermer ce journal, nous revenons sur le communiqué que nous avons livré en début de journal. Un incident est survenu dans la nuit du samedi 8 septembre 2012 au poste de sécurité de Diabali, au cours duquel 16 personnes ont trouvé la mort. Il s'agit de 8 Maliens et de 8 Mauritaniens tués par balle. Au nom du peuple malien, le gouvernement regrette vivement ce douloureux événement, présente ses condoléances émues aux familles éplorées ainsi qu'au gouvernement et au peuple frère de Mauritanie. Le gouvernement a dépêché le ministre malien des Affaires étrangères auprès des autorités mauritaniennes à Nouakchott pour leur exprimer de vive voix la compassion et les regrets du peuple malien. Le gouvernement a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête diligente dont les résultats seront portés à la connaissance de l'opinion nationale et internationale ainsi qu'à celle du gouvernement et du peuple frère de Mauritanie. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Hamadou Sankaré, 18h, 20h, Aïssata Ibrahim Maïga. Un merci à nos téléspectateurs de Kati Salanfara et une pensée pour nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Restons de cœur et d'action avec eux. Ne les oublions pas. Merci.